Bienvenue à cette deuxième demi-heure de questions d'argent. On va parler ce matin du Ice Bucket Challenge notamment. On sait que c'est très populaire. Ça a permis de recueillir plus de 100 millions de dollars au profit de la SLA dans le monde. Et bien sûr, c'est un montant très impressionnant. On se demande est-ce que cet argent-là sera suffisant pour trouver finalement un traitement contre cette maladie parce qu'il n'y en a pas encore qui a été découvert. Et c'est la question notamment que s'est posée l'Institut économique de Montréal. On va en parler avec son économiste Yannick Labrie. Bonjour, Monsieur Labrie. Bonjour. Donc, 100 millions de dollars, on sait que ça a été amassé en très peu de temps. Ça semble très impressionnant, mais est-ce que c'est suffisant là, pour découvrir un traitement? Bien, généralement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour chaque médicament qui est mis en marché, on a dû investir des montants énormes de 1,2 milliard de dollars. Donc, c'est extrêmement coûteux de mettre en développer, faire la recherche pour, en bout de ligne, trouver un médicament, un remède à une maladie. Et dans le cas qui nous occupe, c'est évidemment une bonne nouvelle pour ceux qui sont atteints de cette maladie-là, parce que 100 millions sera nécessaire. Probablement qu'on aura besoin d'encore plus d'argent qui va venir de l'industrie essentiellement. Oui, c'est ça, parce que qui investit là, présentement dans la recherche pour découvrir de nouveaux médicaments? Bien, nous, c'est ça qui nous a préoccupés. On voulait savoir quelle est la contribution du secteur public, quelle est la contribution du secteur privé, quelle est l'ampleur. Bien évidemment, on s'aperçoit qu'ils ont des rôles qui sont complémentaires, distincts. D'abord, le secteur public est concentré sur la recherche clinique pour essayer de comprendre un peu mieux les mécanismes d'une maladie. Comment se fait-il qu'on a telle maladie? Quels sont les facteurs susceptibles d'entraîner une maladie quelconque? Et ensuite de ça, bien, on a le volet un peu plus appliqué, la recherche et le développement d'un médicament qui est un processus très, très long, d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années. Et ça, c'est essentiellement du domaine du secteur privé. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi dans ce volet-là de la recherche. Et les deux sont complémentaires. Tout le topo, là, globalement, on s'aperçoit qu'environ 60 de tous les fonds qui sont investis en recherche biomédicale proviennent de l'industrie privée. Donc, les biotechnologies, les petites firmes et aussi les grandes sociétés pharmaceutiques vont investir beaucoup d'argent pour mettre au point un médicament et donc le commercialiser. Et on a vu tous les centres de recherche qui ont fermé leurs portes à Montréal. On en fait de moins en moins de la recherche, c'est ce que ça veut dire? En fait, on fait de la recherche un peu différemment. Il s'est formé d'autres institutions, des alliances, ni plus ni moins, entre de nouvelles entités. On a vu Néomed là, qui a été créé, qui est en fait financé à partie égale entre le secteur public et le secteur privé. Donc, les grandes sociétés pharmaceutiques investissent des montants d'argent-là. C'est comme si on faisait de l'impartition, un peu plus de la recherche au tout début pour découvrir les nouvelles molécules. Mais une fois qu'on a fait ça, évidemment, tout ce qui reste à faire, c'est extrêmement long, extrêmement coûteux, c'est les essais cliniques. Sans les essais cliniques, c'est financé à 90 par les sociétés pharmaceutiques privées. Alors, et au niveau des subventions, est-ce qu'on subventionne encore autant qu'avant pour la recherche? Oui, on verse quand même de bons montants. Au Canada, on a observé, évidemment, il y a différents organismes publics qui vont verser des montants d'argent pour faciliter la recherche au niveau universitaire. On a les instituts de recherche en santé du Canada qui versent à elles seules 583 millions de dollars, du moins dans la dernière année. En comparaison, vous avez l'industrie pharmaceutique qui représente les grandes sociétés qui ont versé à elles seules 1 milliard de dollars l'an dernier. Alors, c'est grosso modo là, les chiffres qu'on a à l'heure actuelle. Donc, ce sont des investissements là, majeurs chaque année pour découvrir de nouveaux médicaments. Est-ce qu'on parvient toujours à les rentabiliser, ces médicaments? Et parfois, j'imagine qu'on investit, mais finalement, ça ne donne rien, là, nos recherches. Effectivement, c'est un processus qui est long, on l'a dit, coûteux, mais très risqué aussi. On évalue que sur 10 médicaments qui sont développés et commercialisés, il n'y en a que 2 qui vont couvrir les coûts moyens de R&D. Alors, il faut évidemment qu'ils soient fort rentables, ces médicaments-là, pour permettre qu'il y ait de la recherche dans les maladies rares, la maladie comme celle de la maladie de Lou Gehrig, celle de la SLA. Et on sait que c'est une maladie qui est très rare. Donc, justement, au Canada, on parle de 2500 à 3000 personnes. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises, est-ce que ça va décourager certaines entreprises pharmaceutiques de se lancer dans la recherche pour un tel médicament, étant donné qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont besoin d'un traitement? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Bien, on s'aperçoit que de plus en plus, les compagnies pharmaceutiques vont investir dans les maladies rares. Maladies dites orphelines. On va essayer de cibler aussi certaines populations. Même les maladies qui touchent un grand nombre de gens, de plus en plus, on a des thérapies qui sont ciblées. Le cancer notamment. Évidemment, ce sont des médicaments qui, à prime abord, quand ils sont commercialisés, sont très dispendieux, mais au bout du compte, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à la baisse de ces prix-là et il y a plus de gens qui peuvent en bénéficier. Alors, de plus en plus, on voit
ce genre d'investissement des compagnies pharmaceutiques. Donc, c'est la façon de faire. Étant donné que la maladie est rare, on va vendre le traitement plus cher pour rentabiliser en quelque sorte? Initialement. Généralement, c'est un processus aussi qui est plus long. Les essais cliniques sont plus difficiles parce qu'on rejoint une moins grande population de gens qui sont affectés par cette maladie-là. Maintenant, avec les procédés mondialisés, on s'entend que c'est à l'échelle mondiale qu'on va pouvoir faire des essais cliniques. C'est de plus en plus facile. Et à ce moment-là, on va investir davantage dans la recherche d'abord et ensuite de ça dans le développement des médicaments qui vont traiter ces maladies rares. Et est-ce qu'on sait si présentement, il y a des entreprises, il y a des essais qui se font là, pour trouver un traitement sur la maladie de Lou Gehrig? Il y a un médicament qui à l'heure actuelle, est utilisé. Évidemment, ce n'est pas un médicament qui parvient à guérir la maladie, parvient à la traiter, à ralentir la progression de la maladie. Il y a des études encourageantes qui montrent qu'on peut trouver prochainement un médicament qui va guérir. D'ailleurs, ce sont des groupes de chercheurs, un groupe de chercheurs du CHUM qui, en janvier dernier, a trouvé une cible thérapeutique potentielle. Donc, il pourrait devenir un médicament éventuellement, traiter cette maladie-là. C'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'on sait que ces gens-là nous disaient la semaine dernière, on les recevait, on reçoit là, une condamnation à mort. Là. On ne sait pas dans quel délai, mais c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Donc, tant mieux si un traitement peut être découvert le plus rapidement possible. C'est ce qu'on souhaite tous, bien sûr. Oui, effectivement. Et on a vu l'engouement du Ice Bucket Challenge. Au Québec, seulement, c'est $1 million depuis le début du mois d'août. Ce qu'on nous disait, c'est que du montant, 40 environ là, ira à la recherche, donc 400 000 $. Le reste, ce sera pour des services aux gens atteints là, sur le territoire québécois. Est-ce que ça ressemble approximativement à ça, la proportion d'argent recueilli qui va à la recherche quand on regarde au niveau des organismes? Non, en fait, c'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus important. L'ampleur des fonds qui sont consacrés à la recherche, que ce soit du secteur public, mais aussi du secteur privé, c'est énorme, les montants. Et il n'y a pas un pourcentage X là, qu'on peut attribuer à la recherche et le reste, par exemple, à soigner les patients ou du moins les aider dans leur traitement. Dans le domaine pharmaceutique, les grandes sociétés vont investir, comme j'ai précisé, environ $1 milliard. Il y a environ 20 supplémentaires qui est versé à des organismes qui viennent en aide à ces patients-là. Donc, il y a quand même un certain pourcentage qui est consacré à ça, mais la grande partie des fonds sont consacrés à la recherche et au développement, les essais cliniques notamment, pour essayer de découvrir de nouveaux médicaments. Vraiment, ce sont ce qu'ils font. Je voudrais revenir avec vous sur les médicaments d'exception. On apprenait hier que ça a coûté $1 milliard aux contribuables. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose pour faire baisser les prix de ces médicaments-là? Bien, et on se rend compte que ce sont des médicaments, évidemment, qui coûtent cher parce qu'ils ont pris du temps à développer. C'est extrêmement difficile de trouver des populations pour faire les essais cliniques et tout ça. Le processus d'évaluation est plus long aussi. On a tendance à avoir un processus accéléré quand vient le temps de commercialiser, en fait, d'évaluer un médicament pour le cancer, mais c'est plus long généralement quand c'est des populations ciblées. On va être sûr, évidemment, que les populations ne sont pas à risque dans tous ces processus-là. Il faudrait peut-être réduire ce temps d'évaluation-là. Peut-être qu'il y ait une collaboration entre différents organismes réglementaires, entre les États-Unis et le Canada. Essentiellement, ce sont les mêmes populations, ce sont les mêmes évaluations qui sont faites et il y a un dédoublement des processus. Alors, des règles à revoir peut-être pour réduire les coûts. Merci beaucoup, Yannick Labrie, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.